Vue de chez nous, une émission proposée par les élèves de l'atelier radio du lycée Jeanne d'Arc de Pontivy par Radio Bredgenette. Vue de chez nous. Vue de Vue de Vous écoutez Radio Pro Chouaned sur le 92.6, le 97.3, le 94.8 et le 101.7. Avec moi autour de la table aujourd'hui, Kelvin, Emma, Enora, Pauline, Samia, Jade, Edwin, Thomas, Quentin, Charline, Héloïse, Selfie, Baptiste, Kenza, Émilie et en invité spécial aujourd'hui, Alexandre. Pour la première partie de cette émission, nous allons aborder le thème de la télévision, qualité des programmes, rapport aux jeunes, publicité, etc. Dans la deuxième partie de Vue de chez nous, ça parle manga, musique, littérature de voyage en Europe et on s'amuse toujours autant avec des jeux. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, vous écoutez la 17e émission de Vue de chez nous. Vous pouvez réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, #VDCN. Et comme d'habitude, on démarre l'émission avec un tour de table. Comment va le monde ? Kelvin ? Alors c'est Johnny qui est hospitalisé en ce moment, donc depuis dimanche il est dans un état grave. Donc moi c'est le monstre Loch Ness en Écosse qui apparemment fait plus d'apparence pendant l'année 2007 que ce qu'on a connu jusqu'à là. Donc 8 tonnes total, ce qui est apparemment supposé d'être beaucoup pour un monstre mystique. Donc bien sûr la légende du monstre Nessie existe depuis les années 30 et un mystère qui attire des centaines de touristes tous les ans en Écosse. Alors moi, c'est le nuage de pollution qui asphyxie la ville de New Delhi depuis plus d'1 semaine. On estime qu'une journée passée dans la ville équivaut à fumer 50 cigarettes. Plus de 15 000 personnes sont actuellement hospitalisées et la ville est en situation d'état d'urgence sanitaire. Alors moi, c'est le Puy du Fou qui a reçu un 5e Awards international. Moi, c'est le meurtre d'Alexia. Donc, on n'a toujours pas eu d'éléments sur l'enquête. Donc, les avocats de la famille de la victime espèrent que son époux pourra avoir enfin accès au dossier aujourd'hui normalement. Donc moi c'est une nouvelle poupée Barbie qui est voilée et elle a fait polémique puisque apparemment elle serait un mauvais exemple pour les enfants d'après beaucoup de monde. Edwin ? Alors moi je voulais parler de Squeezie qui a eu une petite répercussion en ce moment par rapport à la télé. C'est-à-dire qu'il était parti pour présenter son nouveau livre, Tourne la page, et bien évidemment dans chaque émission ou avec des youtubeurs, on le critique. Quentin ? Moi c'est Totorina, l'ancien parent de la mafia sicilienne qui est mort hier à 87 ans. Fabien ? Alors moi c'est mercredi 15 novembre, l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 a été attribuée par la France, donc les 2 autres candidats c'était l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et donc cette compétition se déroulera de septembre à octobre de cette même année. Donc on connaît déjà les 9 stades, donc il y a le Stade de France, le Vélodrome de Marseille, le Groupama Stadium de Lyon, Pierre-Mauroy à Lille, le Matmut Atlantique à Bordeaux, la Beaujoire à Nantes, le Stadium de Toulouse, l'Allianz Riviera à Nice, Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Donc ça devrait... Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a dit que l'argent qui sera récolté servira au rugby amateur. D'accord, Kelvin est très content. Charline ? Moi je vais parler d'une météorite qui a été aperçue mardi soir vers 17h45 dans le nord-ouest de la France et quelques heures plus tard elle a été aperçue aussi aux États-Unis. Héloïse ? Moi je vais parler d'Airbus qui a eu une commande record. Il vient de signer le plus gros contrat de l'histoire de l'aéronautique. Il a 430 avions de l'A320 de nouvelle génération qu'il doit vendre. Selfie ? Moi, c'est la mort du rappeur Lil Peep il y a très récemment, à l'âge de 21 ans, d'une overdose. D'accord. Baptiste ? Tunisie, le ministre de la Santé décède lors d'un marathon contre le cancer. Alexandre ? Alors moi je suis allé mercredi à un meeting de Laurent Wauquiez qui est donc à Paris et j'ai pu y assister à ce meeting, écouter Laurent Wauquiez et comme vous le savez c'est bientôt la présidence des Républicains le 16 décembre prochain et donc il y a 3 candidats, Florence Portelli, Maël de Calan et Laurent Wauquiez. Donc voilà, les 3 candidats font campagne et je vous parlerai plus généralement tout à l'heure des opposants politiques à Emmanuel Macron, donc on en parle tout à l'heure. Merci Alexandre. Eh bien moi l'événement qui m'a marqué c'est l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi le 8 novembre dernier et qui est ouvert au public depuis le 11 novembre.
Le projet a vu le jour il y a 10 ans avec un accord entre la France et les Émirats Arabes Unis. Pardon. Je sais pas si vous avez vu, mais il est très très beau, hein, le Louvre Abu Dhabi. Bah c'est ce que j'allais dire. T'as lu mon texte? Non, j'ai pas lu ton texte, mais... D'accord. Bah, je sais pas, est-ce que vous avez regardé un peu à quoi il ressemble ce Louvre-là? Parce qu'il est magnifique. Non. Ouais, Kelvin? Il ressemble au Louvre de Paris? Non, du tout. Pas du tout. Mais vraiment, ça a rien à voir. C'est une architecture moderne, très blanche. Moi, perso, je trouve ça magnifique. Et il y a de l'eau qui passe au milieu, je crois, non? Je crois, mais je suis pas sûr. Et il y a alors, je crois qu'il y a des œuvres qui sont prêtées par le Louvre de Paris, et il y a des œuvres permanentes. Enfin, il paraît que c'est magnifique. Ça, c'est... Ouais. Donc si vous avez l'occasion d'aller en vacances de ski à Abu Dhabi, de allez-y. ski d'hiver. Alors, bah, maintenant, on va faire le qui est de l'actu. J'ai trouvé une personnalité qui a fait l'actualité ce mois-ci. Devinez lequel. Posez-moi des questions à un homme, femme. Quentin? Est-ce qu'il est vieux? La cinquantaine. Ouais, attends, Thomas, t'as levé la main en premier? Est-ce que c'est un homme? Oui. Baptiste? Non, Baptiste, non. Kenza? Est-ce qu'il est mort? Non. S'il a fait l'actualité, je pense qu'il est encore en vie. Baptiste? Est-ce qu'il est dans le milieu de Hollywood? Pas du tout. Selfie? Est-ce qu'il est dans le milieu politique? Non. Kelvin? La télé? Non. Fabien? Le monde du sport? Non. Est-ce qu'il est connu tout simplement? Oui, il a vraiment fait l'actualité ces derniers temps. C'est un rapport avec le Goncourt. Qui a gagné le Goncourt cette année? Vous êtes pas au courant? Non. Bon bah pour une fois personne trouve, à moins que Charline donne la réponse. Ouais, bah, c'est Éric Vuillard, l'auteur de l'Ordre du jour qui a gagné le prix Goncourt cette année. Donc c'est un roman dont on va parler tout à l'heure. On va parler du Goncourt. Bravo à tous. Donc maintenant, place au débat. Le débat que nous abordons aujourd'hui porte sur la télévision. J'ai demandé à chacun d'entre vous de me trouver une émission de télévision que vous avez appréciée. Alors Kelvin? Moi j'ai apprécié Super Nanny, donc Super Nanny qui est présenté par Sylvie Génali depuis 2013. Donc mais il y a surtout un événement marquant qui m'a surpris, c'est que Super Nanny a créé une émeute dans un supermarché suite à un tournage avec une famille récemment. Waouh. Emma? Non, moi j'ai... D'accord. Et Nora? Alors moi j'ai choisi l'émission Cache Investigation, diffusée sur la 2 et dirigée par Élise Lucet. Alors ce qui me plaît dans cette émission, c'est qu'on y aborde des sujets qui font réfléchir, et comme les lobbies, l'évasion fiscale ou alors les conflits d'intérêts dans les entreprises. Et s'il y a une émission que j'ai préférée, c'était l'industrie agroalimentaire, business contre santé. Samia? Moi je vais vous parler de la Nouvelle Star du coup, qui passe sur M6 tous les mercredis soirs. Je pense que tout le monde connaît à peu près le principe de la Nouvelle Star, mais on va le rappeler quand même au cas où. C'est des personnes de plusieurs coins de la France qui vont auditionner devant un jury. Cette année, c'est Cœur de Pirate, le producteur Dany Sainté, Nathalie Noénec et Benjamin Biolay. Et ceux qui seront sélectionnés pourront passer à l'étape suivante. Moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est une émission de chant, donc moi j'aime beaucoup. Et puis en plus, on peut voir vraiment plein de chanteurs différents avec des personnalités différentes. Certains nous font même pleurer, donc c'est vraiment bien. Oui, et puis c'est vraiment une émission qui a fait découvrir des gens. Hein. Julien Doré, il sort tout droit de Nouvelle Star. Ouais. Jade? Moi j'ai choisi Danse avec les stars, puisque c'est mon émission préférée depuis longtemps. Et donc en fait Danse avec les stars, pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est une émission de danse, enfin c'est logique. Et c'est des célébrités qui ont pour défi de danser avec un danseur professionnel pendant plusieurs semaines. Et chaque samedi soir, donc il y a un prime et il y a une élimination. Et puis les danses sont notées par des juges, donc qui sont aussi des danseurs professionnels. Donc cette année c'est Chris Marquez, Fovoto, Jean-Marc Généreux et Nicolas Archambault. Edwin? Alors moi, l'émission que je voulais remarquer, c'est les Guignols de la Faux qui relataient les infos de façon satirique. Thomas? Moi c'était Game One parce qu'ils se tapent des délires qui sont relativement sympathiques et pas grand chose d'autre en fait. Quentin? Moi c'est le Zap sur la 17 le vendredi soir qui regroupe tout ce qui est arrivé dans la semaine, dans le mois et qui était plus ou moins drôle. Charline?
Alors moi, je vais parler de la meilleure boulangerie de France. C'est une émission qui est diffusée sur M6 depuis 2013. Elle permet de découvrir différentes boulangeries de différentes régions de France, ainsi que les spécialités. Cette émission est revenue cette année pour la 5e saison et elle a connu une grosse nouveauté. C'est l'arrivée de Norbert Tarrer en tant que remplaçant de Gontran Cherrier et il rejoint Bruno Cormeret. Fabien ? Alors moi, c'est l'émission Touche pas mon poste. Donc elle a été diffusée pour la première fois le 1er avril 2010 sur France 4. Donc elle est produite et animée par Cyril Hanouna donc depuis toujours. Donc elle était d'abord diffusée en hebdomadaire donc sur France 4 et son arrivée en septembre 2012 sur C8 anciennement D8, elle est passée en quotidienne. Donc elle a pour thème principal les médias et la télé en particulier. Donc moi j'aime bien cette émission parce que les chroniqueurs ils débattent et ils donnent leur avis, leur point de vue sur les différents programmes et animateurs. Et sinon, donc, il y a différentes chroniques. Donc, il y a le poste de surveillance de Camille Combal, donc, qui nous fait un petit zapping des moments insolites. Et puis, il fait aussi des parodies où il s'introduit dans les émissions télé. Et l'autre chronique phare, c'est les questions enquêtières de Jean-Luc Lemoyne. Donc, il prend les offs de l'émission. Et par exemple, quand il y a un magnéto qui est diffusé, il va montrer ce que se disent les chroniqueurs entre eux. Ça peut laisser place à des moments de gêne et de solitude. Donc, l'émission est diffusée cette année du lundi au jeudi, de 19h à 21h sur C8. Héloïse ? Alors moi je vais vous parler du meilleur pâtissier. Donc c'est une émission qui se déroule sur M6. C'est un concours entre plusieurs personnes qui sont passionnées de pâtisserie. J'aime beaucoup cette émission car je suis admirative de leur savoir-faire. Mais le problème avec cette émission c'est qu'elle me donne envie de manger. Alexandre, t'as une émission ? Alors ouais, moi il y a une émission qui est diffusée tous les soirs, alors je sais pas trop l'heure, c'est en début de soirée sur France 5, ça s'appelle C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux la semaine et le week-end par Bruce Toussaint. Donc c'est très intéressant parce que tout le monde peut rejoindre cette émission. S'il y a des choses qu'on comprend pas, on peut y aller, comme dans Vue de chez nous d'ailleurs. On peut y aller et les animateurs sont assez pédagogues, donc on peut facilement comprendre l'actualité, ils nous expliquent assez bien. Il y a des questions toutes bêtes, mais des fois auxquelles on sait pas répondre, donc c'est assez bien fait. Personnellement, je regarde pas vraiment la télévision, mais il y a une émission moi que j'aime beaucoup, c'est Arte Ciné. Donc je sais que Arte, on regarde pas trop à notre âge, mais c'est une émission qui sélectionne des films plus ou moins récents et qui les diffuse en version originale sous-titrée français, comme j'aime moi. Puis le film est suivi d'un débat ou une analyse de film. Personnellement, c'est grâce à ce genre d'émission que j'ai pu voir des films comme Psychose, comme Les Temps modernes de Chaplin. Vous connaissez ces films ? Oui, bien sûr. C'est très posé, c'est très calme comme émission, c'est de l'analyse pure et dure de films, donc moi j'aime beaucoup. Alors avant d'aborder les questions du débat, Kelvin a fait un stage à France Télévisions, de même pour Alexandre, et donc Kelvin va nous parler de son stage qu'il a fait. Donc, en quoi ça consiste ce stage ? Qu'est-ce que tu as fait ? Donc ce stage, je l'ai réalisé donc, à Paris, dans le 15e arrondissement, du 26 au 30 juin dernier. Donc pendant ce stage, j'ai découvert le métier de la télévision avec plus d'approfondissement qu'on peut y penser. Donc courant, j'ai découvert donc comment fonctionnait un JT, donc comme celui de 13h où j'assistais aux conférences de rédaction le matin, et également les conférences de rédaction du 20h avec donc les présentateurs qui étaient présents à ces conférences. J'ai eu la chance d'assister également au JT ainsi qu'à plusieurs émissions comme Télématin et l'émission 7 au programme de Sophie Davant. Donc cette semaine-là m'a surtout marqué parce que aussi, c'était aussi la dernière émission de William Lémergie dans Télématin. Donc celle-là, je n'ai pas eu le droit d'y assister malheureusement. Mais c'est une expérience magnifique parce que ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver et pour mieux comprendre la télévision malgré notre regard de spectateur. Moi je me demande à chaque fois quand je regarde le 20h, il y a combien de personnes qui sont derrière les caméras, qui sont en train d'organiser tout ça ? Combien de personnes ? Dans un JT par exemple 13h, à 13h il y a moins de monde qu'à 20h, j'ai remarqué ça. À 13h il y a environ une dizaine en tout. Et Alexandre, toi qu'est-ce que t'en as pensé de ton stage, puisque t'en as fait un aussi il y a combien de temps ? Alors moi, je l'ai fait il y a 2 ans. C'est moi qui avais donné l'anecdote, le tuyau à Kelvin. Mais ouais, moi, une petite anecdote justement sur le nombre de personnes, c'est on voit quand même la différence entre la télévision publique et la télévision privée. J'étais allé chez PSA, Peugeot Citroën,
Et voilà, il y avait une conférence de presse. Alors on avait France Télévisions, il y avait France 2. Alors pour France 2, vous aviez un caméraman, ils appellent ça JRI, journaliste reporter d'image, un journaliste et quelqu'un qui s'occupe du son. Il y avait BFM TV à côté. Il y avait une personne qui tenait le micro, qui tenait la caméra et qui posait les questions. Donc là, il y avait une personne alors que France Télévisions, il y en avait 3. Et le plus drôle, c'est qu'il y avait France 2, mais il y avait France 3 à côté, ils étaient 3 pour France 3 aussi. Donc ils étaient 6 au total pour France Télévisions. Bon, depuis, ils ont fusionné la rédaction entre France 2 et France 3 depuis la création de France Info. D'ailleurs, moi, quand j'y étais, ils construisaient le plateau de France Info. Toi, t'as dû y aller sur le plateau de France Info? J'ai pas eu le droit d'y aller. On n'avait pas le droit d'y descendre parce que c'était toujours pratiquement beaucoup de directs. Donc, une fois on est descendu, on n'avait pas le droit. On est passé en direct à la télé. On s'est fait. Enfin, sur France Info, tu risques pas trop d'avoir trop de téléspectateurs. Non, mais bon, c'est pour eux après, ils n'ont pas les. Oui, les droits, les droits pour diffuser des images des stagiaires. Et du coup, on s'est fait un peu remonter les bretelles, comme on dit. Et autrement, t'as pensé quoi de l'expérience des reportages, etc. Les reportages, en fait, c'est beaucoup de travail parce que nous, à la télé, on voit par exemple un reportage de 2 minutes. Mais un reportage, en général, il dure 5-6 minutes. Et après, il y a le montage. Et toutes les questions qu'on pose à la personne ou le sujet qu'on traite ne sont pas mis parce que sinon, ça durerait trop longtemps et ça ne pourrait pas être diffusé. Moi aussi, c'est ça qui m'avait choqué en conférence de rédaction. C'est que vraiment, il faut faire tenir une information en 1 minute 30. En 1 minute 30, on n'a pas le temps de dire grand-chose. Non, mais bon, en général, ils arrivent quand même à dire les principales actualités et dire de quoi vraiment traite leur sujet. Donc c'est plutôt, pour finir, c'est plutôt intéressant ce stage. Enfin, moi j'ai trouvé. Je sais pas si toi c'est pareil. Ça t'apprend beaucoup sur le journalisme et sur le journalisme télé. D'ailleurs, c'est très différent entre la télévision et la radio. Déjà, on a le temps, là, on a 1 heure, alors que 1 minute 30, puis la façon, les images ont une vraie importance. Ouais, parce que même on voyait pour France Info, quand je voyais que France Info, parfois c'est aussi simultané radio, on voyait la personne ne se comporte pas pareil devant la caméra que quand ça passe à la radio, quand elle est tout seul. À la radio, c'est pas la même façon de parler, c'est pas le même comportement, et ça m'a aussi beaucoup appris. Par exemple, pour Vue de chez nous, là, je sais comment parler de maintenant à une radio. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir par rapport à cette discussion? Est-ce que certains voudraient par exemple participer à ce genre de stage? Ouais, Samia? Oui, moi j'aimerais beaucoup voir un petit peu les coulisses des émissions et tout. Je pense que ça pourrait être super intéressant de voir tout ça. Après, ça tu peux faire sans forcément être stagiaire. Tu peux aussi, si tu veux juste voir comment fonctionne une émission, tu peux aller par exemple une journée et on te propose de faire la visite de France Télévisions, parce que nous, je sais que le premier jour où je suis arrivé, il y avait d'autres Bretons qui étaient juste là pour une journée. On a visité le bateau Thalassa, par exemple. On a aussi visité tous les locaux avec eux. Mais eux, ils n'étaient pas forcément stagiaires. Ils étaient là juste pour visiter. D'accord. Puis, moi, par exemple, j'avais participé à un voyage en seconde. Où, en fait, on était allé participer à un tournage de l'émission Le Grand Journal, à l'époque où ça existait encore. Et du coup, nous, on était dans le public. Et on voyait vraiment, en fait, ce qu'il y avait derrière le décor, le matériel qui était utilisé. Vous aviez des grues, vous aviez des 4-5 caméras ultra professionnelles. Et en fin de compte, on s'en rend pas compte quand on regarde la télé, mais le studio, il est minuscule, en fait. T'en as pensé quoi, toi, Emma? Moi, surtout, ce que j'allais dire par rapport au fait que, par exemple, quand on est à la télé, c'est pas du tout la même chose qu'à la radio. Moi, ce que j'ai vu, et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit après, qu'on avait été au plateau du Grand Journal, que c'est très joué. Il y avait le mec qui faisait l'animateur, là, qui mettait en... Ah oui, il y avait un chauffeur animation, de salle. Voilà, ça, pardon, je savais pas le nom du truc. Mais en tout cas, on voyait bien ceux qui présentaient le Grand Journal, on voyait bien, quand ça tournait, il y avait tous ces sortes de jeux, en fait. Et ensuite, quand les caméras étaient coupées, là, c'était pas du tout la même chose d'un coup, quoi. Alors qu'au contraire, dans la même journée, ou je sais plus si c'était le lendemain, on était allé voir Nagui dans l'émission, la grande émission, je crois. Et ça, c'était une émission radio. Et tout de suite, on sentait la différence. C'était beaucoup plus posé, beaucoup plus agréable. Alexandre?
il faut dire que c'était des conditions spéciales aussi, puisqu'on était à la fin du grand journal, à la toute fin, et les tensions entre les équipes commençaient à se faire ressentir. On voyait, c'était Maïtena Birabin qui présentait, et on sentait qu'elle n'était pas heureuse d'être là, alors que Nagui forcément était beaucoup plus dans son rôle et dans son jeu. Mais il y a l'image, on est obligé de bien présenter, de se maquiller, de bien s'habiller. Il n'y a pas du tout la même façon de faire en TV et en radio. Et puis pour ajouter un argument à ce qu'a dit Emma, à la télé, tout est organisé vraiment. C'est le texte, par exemple, du présentateur est déjà écrit, corrigé, et tout passe devant le présentateur avec un prompteur. Et ça, le prompteur, personne ne le voit, pas beaucoup à la télé, sauf dans une émission au quotidien, on le voit. Et donc, à la radio, c'est pas pareil, parce que déjà, l'animateur doit le lire. Il n'a pas forcément de prompteur. Il peut avoir une feuille avec que des mots, et c'est à lui de faire les phrases au cours du direct. Alors qu'une émission de télé peut être enregistrée, et une émission de radio, c'est très rare, je crois que c'est enregistré. Ouais, c'est beaucoup plus souvent en direct, les émissions de radio. Mais après, il faut voir que nous, ce qu'on a fait à France Télévisions, nous, on a fait que les reportages du JT. Mais il y a des émissions, bien sûr, où tu peux parler librement, des émissions de débat comme C'est dans l'air, je disais tout à l'heure, c'est en direct, et ça ressemble plus à des émissions de radio. D'accord. Bon, on va passer aux questions un peu pour tout le monde. Alors, vous avez tous parlé d'émissions que vous avez appréciées, mais est-ce que vous les regardez régulièrement, en fait ? Parce que moi, je dis que j'aime bien Arte Ciné, mais j'ai regardé 3 ou 4 fois dans ma vie. Quentin, tu as levé la main en premier. Personnellement, non. Moi, chez moi, je sais que la télé, ça fait 2 mois qu'elle est éteinte, puis parce que le PC, c'est mieux, quoi. Ouais. Jade ? Oui, donc moi tout à l'heure je disais Danse avec les stars, je regarde tous les primes, donc tous les samedis soirs. Et oui, quand c'est les autres émissions aussi, je regarde, j'aime beaucoup la télé. Ouais, Thomas ? Moi personnellement je regarde pas trop la télé, parce que j'aime pas trop ça, puis côté programme, c'est genre les programmes sont définis de base, quoi. Tu peux pas regarder exactement ce que tu veux, quoi. Ouais. Voilà. Baptiste ? Moi, chez moi, la télé n'est pas très présente, et surtout, en fait, on préfère surtout s'informer sur Internet directement, parce qu'on peut souvent se poser des questions sur l'objectivité des personnes, des présentateurs dans les émissions télé. Et puis il faut savoir aussi que beaucoup de chaînes, maintenant, la télé s'est divertie. Pour rappel, il y a quelques années encore, la télé c'était que 6 chaînes. Maintenant, les programmes sont plus divertis, et beaucoup de chaînes aussi sont payantes, et c'est ça qui varie aussi les programmes. Du coup, beaucoup plus de personnes, je trouve, regardent la télé. Ouais. Alexandre, t'avais quelque chose à dire ? Oui, juste petite question. Vous regardez plus la télé pour vous divertir ou pour vous informer ? Moi, personnellement, c'est plus pour me divertir. Ouais, Jade ? Moi, c'est pour les deux. Je peux regarder des émissions de divertissement comme les informations, par exemple, le midi ou le soir. Pauline ? Alors moi je sais que je regarde la télé juste pour regarder les informations, alors c'est pour m'informer. Fabien ? Tu dis ça qu'on peut s'informer, se divertir en même temps, parce que quand on voit Quotidien où ils parlent quand même d'actu, mais ils mettent un peu de second degré, donc c'est pas vraiment de l'info pure, mais on s'informe quand même, et il y a un petit peu de second degré. Mais personnellement, il y a une chose qui m'empêche toujours de regarder la télé, que ce soit de la fiction, que ce soit de l'information ou du divertissement, moi c'est le temps de publicité. Donc on sait que ça s'aggrave d'année en année, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez en fait de la publicité ? Emma ? Je sais pas si c'est juste parce que c'est comme ça en France, mais il y a énormément de publicité, le temps de pub entre chaque partie de l'émission, je trouve que ça gâche tout en fait. Et après, c'est parce que j'ai été habituée à pas avoir beaucoup de pubs quand je regarde la télé anglaise, mais en tout cas, parmi notre famille, il y a tellement de pubs avec les émissions françaises que l'on est là en mode mais non, on n'a pas envie de regarder parce que ça gâche un peu le rythme en fait et le dynamisme de l'émission qu'on regarde. Baptiste ? Je sais que nous, ça peut, dans ma famille, ça peut très vite nous embêter de regarder la télé, parce qu'avec toutes ces publicités, on a juste l'impression d'être pris pour des vaches à lait. Moi c'est exactement la même sensation. Thomas ? Ouais, entièrement d'accord. Par exemple, juste un exemple, quand tu regardes un film, t'as une pub qui coupe au plein milieu d'une scène d'action, d'un coup t'es moins dedans, quoi, quand ça reprend. Ouais, Fabien ?
Enfin, c'est vrai que la pub c'est présent, mais enfin, s'il n'y avait pas la pub à la télé, en fait, il n'y aurait pas autant d'argent parce que la publicité ça sert à financer les programmes surtout. Donc peut-être que s'il y avait moins de pub, les programmes seraient peut-être aussi de moins bonne qualité. Selfie ? En fait, moi, il y a deux choses. Autant quand la publicité, elle arrive au bon moment. C'est-à-dire quand tu coupes bien encore, ça peut aller. Et aussi, ça dépend du contenu des publicités elles-mêmes, en fait. Parce qu'il y a des publicités qui sont un peu divertissantes, qui peuvent être drôles, qui peuvent être sympas à regarder. Mais comme il y a beaucoup de publicités qui sont assez sérieuses et qui sont vraiment juste pour vendre le produit sans rien derrière, parfois c'est un peu ennuyeux. Mais autant si les pubs sont assez drôles, moi ça me dérange pas trop. Alors il faut noter deux choses, moi je suis d'accord avec Fabien sur le fait que la publicité c'est une des principales ressources des chaînes de télévision, et si on voulait avoir des programmes de qualité sans publicité, il faudrait un abonnement tout simplement. Vous allez sur Canal+, il n'y a pas de publicité, mais vous payez un abonnement de 40 € par mois. Bon voilà, ça on a des programmes de qualité avec de la publicité. Bon après il y a le replay aussi où tu as toutes les publicités d'un coup, et après tu peux regarder ton programme tranquillement. Et deuxième chose, c'est que le service public, après 20h, on n'a plus de publicité. Et ça, c'est quand même génial quand on regarde un film sur service public. Ça, c'est, je sais plus quelle année, 2007 ou 2008, qu'on n'a plus de pub sur le service. Donc c'est encore très récent. Et ça, on peut en profiter déjà, c'est déjà pas mal, je trouve. Moi, surtout, j'ai vraiment un coup de gueule à faire passer. Parce que il y a un projet, par exemple, sur TF1, sur le journal de 20h, de mettre de la pub en plein milieu du 20h. Alors ça, je trouverais n'importe quoi de mettre de la pub parce que ça couperait le journal, ça couperait l'actualité et beaucoup de personnes partiraient du journal et ne regarderaient pas la suite. Donc je trouve pas ça normal pour TF1. Moi, il y avait un truc que j'avais remarqué, c'était le mardi 14. Quand j'étais à l'internat, j'avais des amis qui voulaient regarder le film Hunger Games 2 sur C8. Et en fait... le film, déjà, touche pas à mon poste, comme c'était en direct, ils ont fini l'émission vers 21h05. Donc déjà, moi je me disais, ok, pour commencer ton film, 21h05, c'est très tard. Mais en plus, ils ont mis encore plus de pubs. Il y avait une quinzaine de minutes de pub, et au final, le film il a commencé à 21h20. Et tous les copains qui étaient... finalement, on va pas regarder le film, parce que c'est trop tard, quoi. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je trouve ça dingue. Mais il faut se dire que TF1, c'est pareil. TF1, c'est un film maintenant, avant c'était 21h. Maintenant, tu montes à 21h10, 21h15, voire plus, même parfois. Donc, au final, maintenant, le film, tu le finis vers 23h, 23h15, quoi. Donc, c'est un peu... Ça fait tard, quoi, maintenant. Edwin ? Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petit, ça commençait pas à 21h, ça commençait à 20h30 de base. Après, je passais à 20h40, puis après 20h50. On remarque que la pub est de plus en plus présente, parce qu'ils ont trouvé un stratagème, les télés, c'est qu'il y a un temps requis maximum par journée, au niveau des pubs. Ils en mettent moins l'après-midi, là où il y a le moins d'audience, et on en met un maximum le soir. Fabien ? Non, mais c'est ça, parce que quand tu vois les gros primes sur TF1, que ce soit The Voice ou Koh-Lanta, ils vont pas les mettre à 20h50, ils vont mettre vraiment de la pub avant pour que les gens regardent la pub. Et après, suivant la... je vais en parler un peu tout à l'heure dans ma chronique, mais suivant la part d'audience que tu fais, les pubs, elles rapportent plus ou moins d'argent. Donc, ils vont pas mettre de la pub quand il y a personne qui regarde, ils vont mettre de la pub quand il y a vraiment du monde pour qu'elle soit vraiment vue et gagner plus d'argent. Mais normalement, si je me trompe pas, je crois que la pub c'est réglementé par heure, je crois que c'est 20 minutes par heure et pas plus de 7 minutes à suivre. Si, je crois, honnête, j'ai entendu ça. Non, je crois que mais ils peuvent cumuler à condition qu'ils en mettent moins après. Sur les 24 heures de la journée, c'est en moyenne 12 minutes de pub par heure. Donc c'est-à-dire que l'après-midi, ils peuvent mettre 4 minutes de pub et le soir, ils peuvent en mettre beaucoup plus pour égaliser. Mais ils calculent la moyenne horaire par jour, c'est 12 minutes. D'accord. Moi j'avais trouvé en limite de publicité, c'est 9 minutes par heure, mais... si vous avez dit que c'est par rapport à sur 24 heures, en fait, 12 heures, je sais pas, je m'y connais pas trop. Mais sinon, il y a un temps, sur chaque programme aussi, il y a un temps de pub il y a un temps de pub à pas dépasser par programme, en fait, aussi. Après, ça, c'est le CSA qui contrôle, mais tu peux te prendre des amendes ou des mises en garde par le CSA si tu dépasses les pubs, mais généralement, c'est pas respecté, et le CSA, ils vont pas les regarder si tu respectes les pubs ou pas. Quentin ? Je pense avoir trouvé la solution au problème, ce serait tout simplement d'aller sur internet et de la regarder sur des sites légaux. Ou légaux, oui. Et donc du coup on n'a pas besoin forcément d'attendre les pubs, on a juste à démarrer internet, tu tapes le film, tu tapes la version que tu veux, tu tapes la définition que tu veux, puis après tu peux forcément le trouver. Bon après c'est peut-être illégal, mais c'est pas grave. Edwin ? Après, si tu fais ça, le problème c'est qu'il n'y a plus de pub. C'est-à-dire qu'il y a déjà des problèmes comme ça déjà avec internet par rapport à YouTube avec AdBlock. Je vais sur du sujet, je sais.
Mais si t'enlèves les pubs, il n'y a plus de rémunération, il n'y a plus d'émissions de qualité et tu peux plus envoyer des films comme tu veux. Baptiste, tu voulais dire quelque chose ? Je suis d'accord avec son idée en fait. Le fait d'aller voir directement les films et les émissions sur internet, parce que on trouve beaucoup moins de pubs en fait, avec un travail quand même de qualité. Le minimum à faire, l'effort, ça serait d'enlever Adblock et permettre de rémunérer les créateurs de ce contenu. D'accord, Kelvin ? Il faut dire aussi que si on regarde sur internet, logiquement, si pour regarder un film, on paye un abonnement. Donc ça revient au même que Canal+, qui ne diffuse pas de pub, comme disait Alexandre, mais qui fait payer 40 € par mois. Donc par exemple, si je prends l'exemple de Netflix, on paye un abonnement et pour avoir nos films. Donc ça revient au même que Canal+, sans pub payant aussi. Quentin, vas-y. Oui, sauf que l'avantage à être sur Internet, c'est que tu peux mettre pause quand tu veux pour aller aux toilettes ou aller manger un truc. Ça, c'est important, n'est-ce pas, Quentin ? Quand t'es dans un film de James Bond et qu'il y a une scène très importante mais que ça fait 30 minutes que tu te retiens, tu peux pas mettre pause quoi. Mais maintenant il faut dire qu'avec les décodeurs tu peux facilement mettre pause sur la télévision et rien ne t'empêche aussi d'aller sur le replay des chaînes de télévision après, ou même d'enregistrer avec ta cassette. Ouais, mais après tout le monde n'a pas de décodeur aussi. Et même sans décodeur, maintenant les téléviseurs ils font la fonction enregistrement et pause. Donc là tu n'as pas d'excuse. Et tout le monde n'a pas de cassette non plus. Oui, mais tout le monde n'a pas forcément une télé avec enregistreur et pause. Et pourtant, malgré ce qu'on dit sur la pub, on dit que c'est pas bien tout ça, j'ai trouvé des statistiques assez dingues. C'est le temps de diffusion total en heures si on groupe tous les foyers en France. Donc, si tout le monde regarde la télé en moyenne, on atteint plus de 4 300 000 heures passées à regarder un écran. Au total, sur toutes les maisons depuis début 2017. Donc ça veut dire qu'en moyenne, les foyers français... ils consacrent à la télévision 3h47 minutes chaque jour. Est-ce que ce chiffre, ça vous étonne ? Ou vous paraissez peut-être normal ? Fabien ? Moi, ça me paraît normal parce que le premier truc que je fais quand je rentre chez moi, c'est que je pose mon sac et j'allume la télé direct en fait. Et même quand je fais mes devoirs, il y a la télé qui est allumée, c'est plus pour un... quand je fais mes devoirs, quand je fais autre chose, en fait, c'est plus pour un truc de présence. Genre par exemple quand il y a du sport ou un truc comme ça, je vais couper le son, mais je vais regarder mon téléphone en même temps. Mais je vais quand même regarder le programme, mais sans forcément écouter le son qui va avec. Kelvin ? Il faut dire que dans beaucoup de foyers, et par exemple comme chez moi, je suis beaucoup tout seul. Je me sens seul et du coup, il faut regarder la télé pour avoir de la compagnie, sachant que mon chien, parfois, il n'est pas là non plus. Du coup, il faut que la télé me tienne compagnie. C'est pour ça que je regarde Super Nanny et que ça me donne de l'espoir et je me dis que je suis heureux dans ma famille. Donc la télévision est un remède face à la solitude. Totalement. Voilà. Écoutez les conseils de Kelvin, ça vous aide beaucoup. Et par contre, moi je viens de me rendre compte, quand je regarde la télévision simplement pour le sport, par exemple Roland-Garros, comme c'est du direct, ils mettent des pauses par exemple quand les sportifs se reposent, mais genre 30 secondes. Donc t'as de la pub pendant 30 secondes et le match il repart. Donc au final, la publicité, on la retrouve aussi moindre sur le sport, non ? Ou je sais pas, ça dépend du sport. Ça se trouve, le foot, vous avez 15 minutes de sport. Récemment, il y avait le match France-Pays de Galles et France-Allemagne sur TF1. Grégoire Margoton, il dit il y a le score. Ils partent en pub, tu reviens un quart d'heure après, les joueurs ils sont déjà sur le terrain. Donc en fait, t'as de la pub, et même l'exemple le plus flagrant, c'est au Super Bowl aux États-Unis. Les annonceurs, ceux qui payent pour mettre leur pub, la pub elle va coûter beaucoup plus cher aux heures de grande écoute qu'à midi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plus de pubs. Comme tu dis à Roland-Garros, par exemple, ils vont mettre 2 pubs de 15 secondes, alors qu'ils pourraient faire une pub de 30 secondes, mais ça coûterait beaucoup plus cher. Et au final, qu'en est-il de la qualité des programmes ? On parle des pubs, on parle de tout ça, mais le programme en tel, si on oublie les pubs, si vous regardez, je sais pas, n'oubliez pas les paroles de Nagui ou le 20h de France 2, est-ce que c'est une émission de qualité, Fabien ? Après, comme l'a dit Kelvin, il y a tellement de chaînes aujourd'hui que tu peux regarder ce que tu veux. Sur TF1, tu peux avoir des jeux, tu peux avoir des émissions. Après, si tu veux t'informer, t'as les chaînes d'infos en continu. Maintenant, t'as la télé, t'as tout. Donc, si tu dis que t'aimes pas le programme, tu le regardes pas, tu vas voir autre chose. C'est vrai, Kelvin ? Et puis, tu prenais l'exemple de N'oubliez pas les paroles, mais il y a aussi d'autres jeux comme Harry ou Slam qui sont là pour aider les personnes âgées à garder de la mémoire. Oh, ça c'est méchant, parce que
Il n'y a pas que les vieux qui regardent Slam et Question pour un champion, j'en fais partie. Oui, je regarde ce genre d'émission-là, mais quand j'ai rien à faire, Fabien. Non, mais c'est vrai, puisque c'était il y a 2 ans, ils avaient voulu arrêter Motus, et il y a des personnes âgées qui étaient perdues, parce que pour eux, à 11h, il y avait Motus, et du coup, elles étaient complètement décalées la journée, parce qu'il n'y avait plus Motus. Donc, comme l'a dit Calvin, ça sert aussi quand on est tout seul, à pas s'embêter dans son coin tout seul. Ça permet aussi de tenir compagnie. Donc, au final, les personnes âgées seraient les personnes qui regardent le plus la télévision. Bah quand tu vois, je prends sur C8 l'après-midi, t'as Maigret tout l'après-midi. Les jeunes ils sont en cours l'après-midi, les gens ils bossent, donc c'est plus vraiment dans la journée en gros entre 9h et 17h. C'est plus les programmes pour les anciens que pour les jeunes. Ah oui, l'heure de pointe pour les personnes âgées sur la télé, c'est 9h, 17h. Encore 9h c'est tôt et 17h c'est tard. Donc en général c'est plus 10h. 10h, ouais, ou 11h maintenant pour les Feux de l'amour. Mais et ça finit vers 17h, 18h, après Question pour un champion. Et Enora ? Donc moi, par rapport à la qualité des programmes, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont de plus en plus répétitifs. Par exemple, ce matin, j'ai vu un article où ils annonçaient qu'il allait y avoir une émission sur la 1 où ils enverraient des célébrités sur une île déserte, donc Kenji Girac et Maître Gims, avec comme présentateur Denis Brognard, et je trouve que ça ressemble vachement à ce qui existe déjà, comme avec Koh-Lanta ou The Iceland ou l'émission avec Mike Horn sur la 6. Donc après, il faudra peut-être qu'ils renouvellent un peu la chose, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à être redondant, et puis le public, il se lasse. Ouais, Fabien ? Juste, c'est une bonne nouvelle, s'ils pouvaient laisser Maître Gims et Kenji là-bas, ça nous arrangerait. Ah oui. Maître Gims et Kenji sur une île déserte, on les laisse là, c'est très bien. On dit merci, Denis. Brognard. Ah Comme dirait Denis, ah oui, tu viens de dire Fabien. Mais, alors au final, ce serait quoi les avantages de la télévision, à part lutter contre la solitude et voilà. Donc pour vous, c'est quoi les avantages de la télévision ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Oui, Kelvin. J'apprends à lire l'heure sur BFM TV parce que sur BFM tu vois toujours les mêmes infos. C'est pour ça que ça s'appelle la chaîne en continu. Mais bon, BFM, tu regardes ça une demi-heure, t'as déjà l'actualité de toute la journée. C'est plus la peine de retourner voir ça le soir. C'est la même actualité exactement, quoi. Héloïse ? Moi je trouve qu'avec la télé on se cultive à regarder les infos, surtout le soir, et puis je crois que cela nous apporte que des avantages, comme savoir ce qui se passe dans notre pays, dans le monde, et aussi par exemple les progrès de la technologie. Baptiste ? C'est sûr, les journaux télévisés permettent d'avoir une information très condensée et rapide d'accès, mais il suffit de regarder un tout petit peu sur internet et on trouve quelque chose de très complet. Et on peut s'y intéresser le temps qu'on veut, quoi. Thomas ? En fait, le truc qui est relativement bien avec la télé, c'est que tu peux diffuser genre un truc à plein de personnes en même temps, quoi. Par contre, après, il faudrait peut-être pouvoir aussi approfondir un peu les recherches, voilà, quoi. Moi, je suis intéressé par la question de l'influence sur la télévision. Est-ce que ça va amener des modes, sur vous ? Je sais pas, moi, quand vous regardez une émission de télévision, que vous voyez que telle personne est habillée comme ça, ou vous voyez telle pub qui est très jolie, est-ce que ça va vous inspirer quelque chose ? Peut-être inconsciemment ou consciemment, je sais pas. Fabien ? Moi, je regarde Touche pas à mon poste, et c'est vrai que j'ai pris des mots de vocabulaire qu'ils utilisent un petit peu, je les réutilise des fois, donc forcément ça influe, parce que si tu regardes ça souvent, ça va rentrer en toi et tu vas les ressortir après. Moi perso, les pubs, à part quand c'est des pubs de films ou de jeux vidéo, il n'y a pas grand chose qui m'influence, quoi. Alexandre ? Non, mais quand moi ça me fait bizarre quand j'entends des expressions dans la rue qui sortent des expressions de télé-réalité ou de... des fois ça peut faire peur, en même temps c'est pas très grave, mais ça pose des questions quand même sur l'influence que ça a sur nous. Il faut se dire que maintenant, les jeunes, même plus jeunes que nous, regardent de plus en plus tôt la télé. Et du coup, pour eux, les personnes comme tu dis de télé-réalité, sans citer Nabila... je pense qu'on y avait tous pensé inconsciemment. Voilà, ils prennent exemple sur eux, les jeunes. Du coup, en même temps, pour eux, ils copient leur façon de faire, la manière de s'habiller, mais aussi les paroles qu'ils disent. Et du coup, après, quand dans la vie en dehors, ils ressortent ces mots-là et après, ils finissent comme eux, quoi. Parce que moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est quand je regardais ma sœur ou des amis regarder les anges de la télé-réalité, regarder Secret Story, et je leur demandais, mais c'est des exemples pour toi ? Et ils me répondaient simplement, mais non, on se fout de leur gueule.
Et en fait, c'est juste le seul intérêt pour eux, c'était de regarder des gens être débiles. Mais en fait, pour eux, ce sont pas des exemples. Fabien ? Non, bah ça, en télé-réalité, c'est quand même joué. C'est la prod qui leur dit de dire ça, machin. Et maintenant, depuis qu'il y a eu le buzz Nabila, il y a, tu vois, chaque émission, il y a quelqu'un qui veut faire son coup de buzz et tout. Donc du coup, c'est tout le temps la même chose. Et ces programmes n'ont plus aucun intérêt. Ça, comme la première télé-réalité, c'était en 2001 en France. On a fait le tour. Faudrait qu'ils arrêtent un petit peu. Ouais, d'accord. C'est vrai. C'est vrai qu'après 2001, ça devient vraiment. Mais par exemple. On parle souvent de dépendance à la télévision aussi. Personnellement, j'en entends souvent parler, mais on est dans une période très internet où les gens regardent plus YouTube même que la télévision. Est-ce que vous pensez que ce problème il est encore d'actualité en fait, la dépendance à la télévision ? Héloïse ? Moi je trouve qu'il y a encore une dépendance à la télévision mais qui est plus faible parce que avant, il y a par exemple la génération d'avant, ils étaient beaucoup plus sur la télévision puisque Internet n'existait pas, existait mais très peu, alors que les jeunes de maintenant sont beaucoup sur Internet, ce qui fait qu'on est beaucoup sur nos téléphones, sur nos tablettes et donc la télévision en fait elle passe après ça, donc il y a encore une dépendance mais assez faible. Quentin ? Je sais que pour revenir un peu sur tout ça, le divertissement, le fait que beaucoup de personnes regardent sur différentes plateformes, il y a quelqu'un un jour qui a dit que plus il y a de divertissements aux écrans, à la télé, plus le peuple va mal. Donc est-ce que si tout ce divertissement est si nombreux, ça veut dire que ce serait pour en quelque sorte nous cacher de la réalité ? Par exemple, se rigoler des personnes des gens et sans penser que peut-être que dans la vie il y a des gens qui ont ce réel problème, qui sont pas suffisamment intelligents et nous on se moque d'eux. C'est méchant. Voilà. Après aussi, la télé, comment c'est une dépendance, par rapport à, par exemple, à ses collègues de travail, parce que imaginons quelqu'un qui arrive le matin au travail, les autres parlent d'une émission, après comment ses collègues vont réagir si cette personne lui dit je connais pas, j'ai pas la télé quoi, il va passer pour un, je sais pas, je vais pas dire, mais pour un, je vais rien dire d'ailleurs. Merci. Voilà, mais bon voilà, vous avez compris, et bon après une personne peut se sentir mal et du coup je trouve que ça va un peu loin quoi, l'histoire de la dépendance de la télé quoi. Thomas ? Après personnellement, j'ai la télé, mais je regarde vraiment pas souvent quoi. C'est vraiment pas mon kiff. Mais honnêtement, je le vis bien. Moi aussi, je le vis très bien. Je regarde jamais. Mais Héloïse ? Moi, je connais une personne qui n'a pas la télé chez elle et c'est pas pour autant qu'elle est malheureuse. C'est toute la famille qui n'a pas la télévision et puis c'est leur choix et même ils se portent même très bien en fait sans la télévision. Edwin ? En fait, comment dire, avant il y avait la télévision, on avait que ça pour se divertir, pour s'informer. Maintenant qu'on a Internet, on a d'autres choix, en termes d'émissions par exemple. Donc il n'y a plus réellement de dépendance à la télé. Kelvin ? Non, mais c'est pas tellement sur le choix des personnes de ne pas avoir la télé, c'est surtout sur le jugement qu'ont les autres. Le jugement qu'ont les autres personnes envers une personne qui n'a pas la télé ou même qui n'a pas de téléphone portable. Donc ça... Après, la personne peut être vraiment mal par rapport au jugement des autres et peut se sentir un peu blessée des paroles et des actes des autres. Emma ? Je pense que ce que tu dis est vrai, sauf que maintenant, j'entends quasiment jamais « Ah mince, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à la télé que tout le monde est en train de regarder ». C'est plus « Ah, t'as pas regardé la nouvelle saison de Stranger Things qui est sur Netflix en ce moment ». J'entends jamais dire « Ah, est-ce que t'as regardé ça comme émission à la télé ?» J'entends tout le temps plus « Ah, t'as entendu de la nouvelle saison de je sais pas trop quoi qui est sortie sur Netflix, les trucs de streaming ?» J'entends vraiment que ça et vraiment moins par rapport à la télé, mais beaucoup plus par rapport au site de streaming. Donc, pour conclure, la télévision, c'est démodé, en fait. Ouais. Bon, c'est parti pour la deuxième partie de Vue de chez nous. Place aux chroniques. Emma et Enora ont interviewé des élèves du lycée. Donc de plus en plus souvent, ce n'est pas les émissions télévisées qui font le buzz, mais les séries qui connaissent de plus en plus de succès sur Internet, notamment sur Netflix. Un exemple parfait est la toute nouvelle saison de Stranger Things, disponible que sur Internet, et qui a cette semaine été le sujet de discussion parmi des centaines de fans.
Il semble alors que la télé a de moins en moins sa place dans la société moderne dans laquelle nous vivons, mais on peut se demander si cet engouement pour les plateformes de streaming est une réalité pour tout le monde. Nous avons alors interrogé plusieurs lycéens pour en discuter davantage. Merci à Lucas, Liam, Jeanne Ledors, Faustine, Mégane et Jeanne Audrin pour leur participation. Alors personnellement, je trouve qu'avec la propagation d'Internet ainsi des streams de streaming, on a de moins en moins de place dans la télé, dans la vie des jeunes d'aujourd'hui et même des adultes, notamment avec des sites de streaming comme Netflix, dans lequel on a des séries bien particulières qui sont dédiées uniquement à ce site. Comme tu as des exemples ? On peut penser notamment à Stranger Things, dont la 2e saison vient de sortir. Et pour la télé, par exemple, est-ce qu'il y a des émissions de temps en temps que tu regardes à la télé quand même ? Non, jamais, puisque à chaque fois que je m'intéresse à quelque chose qui est sur la télé, je recherche les informations par Internet directement, sur les sites de France 2, France 3, etc. Donc tu as plus tendance à, même les émissions qui passent à la télé, tu as plus tendance à regarder sur Internet en replay, quoi. Alors je pense que la télé va être amenée à disparaître, mais pas tout de suite, parce que aujourd'hui encore, nos parents, nos grands-parents regardent la télé, ne serait-ce que pour regarder des films ou les informations qui sont très présentes et importantes de voir à la télé. Maintenant, je pense qu'avec les générations à venir, donc nous, la télé sera amenée à disparaître parce que on regarde tous pratiquement des séries en streaming, que ce soit Netflix ou autre. Et donc je pense que du coup, ce sera plutôt sur les ordinateurs, sur ces plateformes-là que sur la télé. Je pense que la télé ne sera pas remplacée par les ordinateurs et par les plateformes de streaming, mais parce qu'en fait ça vise pas le même public, quoi. Je pense que la télé elle est plus regardée par les gens qui sont un peu plus âgés, par exemple comme les parents ou les grands-parents, quoi, parce que pour les films ou même les infos et tout ça, c'est sur la télé qu'on regarde, tandis que nous les jeunes on a plus tendance à regarder des séries comme sur Netflix ou les autres plateformes de streaming. Après non, je pense pas que ce soit visé à disparaître. Après on verra bien comment ça se passera, mais normalement ça doit continuer comme ça, quoi. Moi je pense que la télé a encore un avenir parce que je regarde souvent la télé, je suis pas trop tout ce qui est YouTube ou Netflix, et puis personnellement le soir avec mon père on regarde souvent la télé, donc ça fait partie aussi de notre quotidien la télé. Avec Netflix ou YouTube même on n'a pas trop le choix, on peut pas choisir directement. Une fois qu'on choisit, on est obligé de le regarder, alors que la télé on peut zapper, et avec la télé aussi on a beaucoup les informations, on sait beaucoup de choses, l'actualité, donc je pense qu'il y a encore de l'avenir pour la télé. Donc jusqu'à là Lucas, tout le monde a parlé un peu de Netflix surtout. Est-ce que sur YouTube aussi, étant donné que c'est aussi une plateforme de vidéo, est-ce que tu regardes beaucoup, est-ce qu'il y a des trucs qui t'intéressent là-dessus aussi ? Je regarde beaucoup YouTube et il y a des émissions qui sont spécifiques à YouTube qu'on ne retrouve pas à la télé. Comme par exemple ? Comme par exemple Animalis ou même des émissions après humoristiques et plus simples à faire. D'autres émissions qui peuvent avoir un format télé mais qu'on retrouve sur YouTube. Parce que comme il n'y a pas les producteurs de la télé, ils sont beaucoup plus libres, les créateurs. Mais après je pense pas que la télé est vouée à disparaître, c'est comme la radio. La radio existait elle existe toujours et donc pour ça pas pareil avec la télé. Quand t'es chez toi, tu regardes quand même la télé un peu ou pas du tout ? Très rarement, je lis souvent sur internet, parce que comme ça je choisis ce que je veux voir. Pour voir des séries qu'on retrouve que à la télé et pas sur Netflix, parce que Netflix n'a pas tout non plus. Moi je pense que la télé a encore beaucoup d'importance parce que ce soit YouTube ou Netflix, et la télé ça vise des publics différents. Par exemple la télé ça se regarde plus en famille, le soir, même les dessins animés pour les enfants le matin. Tandis que Netflix et YouTube ça s'adresse plus à un public jeune. C'est vrai qu'il y a des contenus plus variés avec des séries, des films. Sur YouTube c'est plus des vidéos humoristiques ou des tutos beauté, et ça s'adresse par exemple aux jeunes, aux lycéens, collégiens, etc. La télé, je pense pas que ça va se terminer tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent encore. Et toi, du coup, avec tes sœurs par exemple, tu regardes beaucoup encore la télé et tout ? Par exemple les programmes du samedi soir, on regarde. Un truc de famille, quoi. Oui, voilà. Ouais. Mais autrement, on est plus souvent sur Netflix aussi. Ok, merci beaucoup Emma et Nora pour ces interviews. Fabien va nous parler des mesures d'audience à la télévision. Exactement, Wen. Alors, depuis 1985, c'est l'agence Médiamétrie qui s'occupe de la mesure, et donc les mesures par foyer datent de 1989. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc les mesures sont quotidiennes, elles sont sur un échantillon, et donc elles sont publiées pour les chaînes de télé, les régies pub et les annonceurs. Alors, il y a 3 grands principes de la mesure. Le premier, c'est l'échantillon. Il est donc représentatif de la population française, suivant donc les situations familiales, les sexes et les âges. Et donc 11 400 foyers sont dotés d'un boîtier de mesure qu'on appelle audimètre. C'est donc cette technologie qui est le deuxième grand principe.
Il est donc relié à la télévision et il transmet les données en direct à l'INSEE, donc l'Institut national de la statistique et de l'étude. Et donc avant chaque programme, les personnes qui regardent paramètrent l'outil, donc ils mettent combien de personnes ils sont, leur âge et leur sexe. Le troisième grand principe, c'est les conventions sur le déroulé. Donc la collecte des audiences s'effectue entre 3h et 5h du matin. Les traitements des données s'effectuent entre 5h et 7h, donc par l'INSEE. Et ensuite, pendant 2 heures, donc les résultats sont contrôlés par médiamétrie. Par exemple, si un gros prime de TF1 fait beaucoup moins d'audience qu'une télé du satellite ou du câble, c'est qu'il y a eu un problème. Et donc ensuite, à 9h, les chiffres sont publiés. Et du coup, Fabien, c'est quoi les meilleures audiences enregistrées ? Alors la meilleure audience enregistrée date du 5 juillet 2006 pour la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et l'Italie. C'était sur TF1 et donc ça a réuni 22,2 millions de téléspectateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 8 meilleures audiences en France sont en rapport avec le football, donc les finales de grands championnats généralement, comme l'Euro 2000 ou 2016 qui sont au-dessus de 20 millions de téléspectateurs. Et sinon, hors sport, la plus grosse audience mesurée, c'était une émission de caméra cachée présentée par Patrick Sébastien qui est le Grand Bluff. C'était donc le 26 décembre 1992 et ça avait réuni plus de 17 millions et demi de téléspectateurs. En bref, ce que les gens regardent le plus à la télévision, c'est le foot et Patrick Sébastien. Ça me rassure beaucoup. Si tu veux. Ça me rassure beaucoup. Merci Fabien. Émilie et Kenza nous ont préparé un jeu du coup. Oui, donc Émilie et moi, et en fait, au final, il y a Baptiste qui nous a rejoints. Donc, on va vous présenter un jeu. Je pense que vous connaissez tous le Tu préfères. En gros, on vous propose 2 choix et vous choisissez celui que vous voulez faire. Donc, il y aura du people, de la musique, tout ça. Enfin, j'ai essayé de regrouper le plus de choses possible. Oui, donc celui qui veut être interrogé, lève la main. Enfin, ouais. Fabien ou Charline après, peut-être. Moitié des questions. Non, Kelvin aussi. Oui, bon. Fabien, tu veux pas ? C'était juste une consigne technique pour le micro, mais... Ah d'accord. Fabien et Charline, puis vous partagez les questions. Ah, Quentin aussi. Quoi ? Juste, on doit justifier notre choix ou quoi ? Non, c'est du rapide, normalement. Ah. À ce moment-là, on a qu'à faire un tour de table, une question, une personne. Pourquoi pas ? Ok. D'accord. Bon, on commence par qui ? Il y en a certains qui seront moins chanceux que d'autres. Commence dans ce sens-là, des choix plus faciles que d'autres. On commence par là ? Bon, c'est Selfie qui va démarrer. Tu veux Selfie ou pas ? Ouais. Ouais ? Allez. Ouais, alors tu préfères Game of Thrones ou Walking Dead ? The Walking Dead. Tu préfères manger 250 grammes de farine ou sniffer du cumin ? Sniffer du cumin. Tu préfères Harry Potter ou Twilight ? Harry Potter. Tu préfères One Piece ou Fairy Tail ? Fairy Tail. Mon Dieu, Quentin, pourquoi ? Tu préfères les mangas ou les dessins animés ? Les mangas. Alors, tu préfères le Barça ou le Real ? Le Real. Tu préfères Londres ou New York ? Allez, New York. Tu préfères Malcolm ou les Simpsons ? Les Simpsons. Tu préfères Columbine ou Big Flo et Oli ? Je sais pas. Tu préfères Marvel ou DC Comics ? Marvel. Tu préfères le chien ou le chat ? Le chat. Tu préfères le Coca sans bulle ou les chips small ? Est-ce qu'on laisse le temps à Kelvin de réfléchir ? On va dire que j'aime bien les chips small. Hein. Moi, je vais faire... Oui. Attends. Oui, donc tu préfères avoir un bras au milieu du ventre ou un dos au milieu du front ? Attends, tu peux répéter ? Un bras au milieu du ventre ou un dos au milieu du front ? Un dos au milieu du front ? Je suis pas sûr de ce que je veux là.
préfères FIFA ou Call of Duty? FIFA, allez, j'adore le foot. Triomphe de Fabien qui est très heureux. Qu'est-ce que tu as, Kelvin? Juste une question à selfie. Est-ce que t'es bonne en photo? Parce que tu sais faire les selfies? Oh, c'est... Oui, Alexandre? Non, je retire ma question. Je prends Call of Duty. Parce que quand je joue à Call of Duty, j'adore tirer dans les citrouilles. Moi, ça me fait. D'accord, Alexandre. Mais y a pas de pastèque ou de citrouilles. Je sais pas, moi j'y joue pas donc. Bah merci Émilie, Kenza et Baptiste du coup. Et donc, maintenant on va parler du Goncourt. Donc, vous le savez tous, Éric Vuillard a gagné le Goncourt avec l'ordre du jour. Et on est 4 à avoir participé du coup au Goncourt des lycéens, où on devait lire des livres du Goncourt et en faire des critiques. Donc, chacun va présenter un livre. Qui veut commencer? Selfie? Alors moi j'ai lu 3 jours chez ma tante, donc c'est l'histoire d'un homme où sa tante est très très riche et un jour il se rend compte que sa tante l'a déshérité, donc il décide d'aller la voir et on va dire de s'expliquer et donc on en apprend sur ses personnages et j'ai plutôt aimé le livre, donc oui c'était pas mal. Héloïse? Alors moi j'ai lu Bakita. Donc Bakita c'est l'histoire d'une jeune fille capturée à l'âge de 7 ans, d'une jeune fille noire. Et donc ça se passait au 19e siècle. Et en fait dans ce livre on apprend toute la vie de Bakita et surtout ses horreurs. Enfin on connaît aussi les moments de joie dans sa vie, mais on connaît aussi surtout les horreurs que les humains ont fait d'inhumains. Et c'est un magnifique livre, c'est vraiment un de mes livres préférés que j'ai adoré lire. Et en plus, il a reçu le prix FNAC, donc c'est pas rien. Et donc, je vous conseille de le lire et il changera votre vision de l'esclavage et votre vision du monde. D'accord, Charline? Oh là là, Charline? Alors moi, j'ai lu Summer de Monica Sabolo. C'est une jeune fille de 19 ans qui, lors d'un pique-nique avec ses amis et son petit frère, elle va disparaître et on va jamais la retrouver. Et on va retrouver ensuite son frère, 25 ans plus tard, qui va repenser à elle subitement, alors qu'il n'avait plus pensé à elle, justement, depuis 25 ans. Et on va suivre Benjamin quand il va... Benjamin, c'est le nom du frère. Et on va suivre Benjamin tout au long du livre parce qu'il va mener sa propre enquête pour découvrir ce qui s'est passé, pourquoi sa sœur elle a disparu. Et voilà. Moi, le livre que j'ai lu, c'était L'Ordre du jour, le gagnant de cette année. Donc dans ce livre, Éric Vuillard fouille dans les détails oubliés de l'histoire afin de savoir comment Hitler a envahi la Pologne et déclenché la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a rien de vraiment démoralisant, en fait, c'est plutôt marrant comme livre. Parce que ce qui est génial, c'est que Vuillard, en fait, il tourne en dérision tout ce qu'Hitler fait, et ça fait passer le Führer du Troisième Reich pour un petit enfant surexcité, capable des pires chantages du monde pour conquérir le monde. C'est un livre sur les apparences et qui nous fait rire jaune. Personnellement, je vous le recommande, et il se lit très vite. Qu'est-ce qu'il y a, Kelvin? Rien. C'est juste une blague par rapport à cette fille, hein. Tu l'as déjà faite? Non. Dans ton livre... Tu parles dans ton livre, l'histoire parle de la tante. Mais est-ce que ton histoire se passe au camping? Merci. Oui. Ouais. Merci Kevin. D'ailleurs, si vous avez raté le Goncourt des lycéens, vous pouvez participer à la Biennale, qui est un autre concours organisé par plusieurs lycées, dont celui de Jeanne d'Arc. Le principe, il est très simple. Vous avez 5 livres à lire jusqu'à mars 2018, parmi une sélection faite. Puis, un groupe d'élèves se rendront à la mairie pour voter. Ce sera ensuite une rencontre avec les différents auteurs. Et cette année, il y a Éric Vuillard, du coup, le gagnant du concours, qui fait partie de la sélection. À l'internat de Saint-Ivy, il y a un garçon de 19 ans qui est passé dormir pour la nuit, Florian, un Suisse qui fait le tour du monde pour les jeunes atteints du sida. Tout ce voyage, il le fait à pied. Donc c'est sa passion depuis ses 14 ans, et il parcourt l'Europe depuis 85 jours. Il ne compte pas s'arrêter là. Il prévoit à l'avenir de traverser l'Asie ou encore faire le tour des États-Unis, mais cette fois-ci il fera en vélo parce que bon, le tour des États-Unis à pied c'est quand même quelque chose. Donc, alors je sais pas si vous savez que je sais que notre précédente émission on parlait des exploits de John Breton. Alors même si là il est pas breton mais il est suisse, faut admettre que c'est un exploit assez spectaculaire. Donc, Quentin, tu vas désormais nous parler d'un manga que tu as lu dernièrement.
ou regarder, je sais pas. Regardez parce que c'est d'abord Micro, un animé. Quentin. Regardez parce que c'est d'abord un animé et donc ça s'appelle Angel Beats. C'est une seule série de 13 épisodes. Ça a été produit par les studios PA Work et Aniplex et donc c'est un scénario initialement prévu par Sun Maoda. Et donc la série a été diffusée en avril et en juin 2010. Un premier OAV, donc c'est une sorte de hors-série avec les personnages du manga, est sorti en décembre 2010, suivi d'un second en juin 2015 et plusieurs adaptations en manga ont vu le jour. Donc c'est une des premières histoires japonaises qui a été d'abord adaptée en animé avant d'être adaptée en manga. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans cet animé, c'est que le premier épisode, on voit quelqu'un, il se réveille dans un lycée la nuit et il apprend qu'il est mort. Et donc la raison pour laquelle il est dans un lycée et non pas au paradis, en enfer ou au purgatoire, c'est qu'il n'a pas su se rendre suffisamment heureux dans sa vie. Donc du coup, le créateur de ce monde va lui dire très clairement qu'il doit devenir heureux s'il veut disparaître et aller au paradis. Et donc il découvre des personnages, donc Yuri Nakamura, appelé communément Yuripe, qui est à la tête d'une organisation visant à combattre une seule élève qui est appelée l'Ange, où son nom réel est Tachibana Kanade. Et donc cette même personne a un peu comme, je sais pas si vous voyez dans Assassin's Creed, des sortes de lames au niveau des poignets qui permet d'assassiner les élèves qui ne respectent pas le règlement. C'est encore pire que l'Attaque des Titans en fait. Bah techniquement non, parce que une fois que t'es mort, dans l'endroit où tu es mort, vous arrivez à suivre? Donc si tu te fais tuer au lycée, tu meurs pas, tu ressuscites à l'infirmerie. Tu ressens juste une grande douleur. J'imagine tellement le truc. Non, en fait, c'est comme si tu sautais tout en haut du lycée, tu te réveilles 2 étages plus bas à l'infirmerie. D'accord, je vois maintenant. Oui, Thomas. Au moins c'est radical, tu fais pas de conneries, sinon tu meurs quoi. C'est. Voilà. Kevin. Quand ton histoire parle de l'ange, comment tu comptes combattre un ange sachant qu'il claque des doigts comme Joséphine l'ange gardien? Un bazooka. Y'a que ça qui marche. Merci Quentin. Bon. Testé, approuvé. Ou une Gatling. Oui, Fabien. Je dirais même que le bazooka est fatal. Fatal Bazooka. Oh oui. Bien joué. Bon, on va jouer à un jeu. Alors, savez-vous qu'au Québec, les titres de films, ils sont pas exactement les mêmes qu'en France. Donc, vous allez deviner le titre de film à travers le titre québécois. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors, par exemple, si je vous dis Les Bagnoles, c'est le titre québécois de quel film? Héloïse? C'est Cars. Ouais, c'est Cars. Ah ouais, franchement, c'est des génies, hein, les Québécois. Attends. Si je vous dis Détestable moi. Oui. Kenza, t'as levé la main en premier. C'est moi moche et méchant. Voilà. Alors, en vrai, je trouve que Détestable moi, c'est plus logique parce que le nom original, c'est Despicable Me. Donc, les Québécois ont tendance à traduire de façon assez littérale. Par exemple, si je vous dis Décadence, c'est le titre de quel film? Quentin? Divergente. Perdu. Merde. Un film d'horreur dont le dernier volet est sorti il y a pas longtemps. Qui a dit? Kenza, vas-y, essaye. C'est Saw. Ouais, c'est Saw. Décadence, c'est traduit en Saw. D'où ça sort, j'en sais rien. Mais c'est des génies. Escadron Suicide, ça donnerait quel film? Edwin? Suicide Squad. Oui, parle dans le micro. Suicide Squad. Ouais, bien joué. Rapide et dangereux. Samia. Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. Film de peur. Quentin. Scary Movie. Scary Movie. Et attention, le dernier c'est le plus dur parce que c'est peut-être un film qui est pas de votre génération. Danse, la skive. Toi, Kelvin, t'as la réponse sous les yeux. Edwin. Dirty Dancing. Dirty Dancing, voilà. Avec Patrick Swayze et Jennifer Grey. Bien joué. Il a triché. Pourquoi? Il a vu, il a le refait de mes lunettes.
Et toi, t'as V sous les yeux, donc c'est pas mieux. Bien joué. Alexandre est à nos côtés pour cette émission et va nous parler de politique. Oui, exactement. Si mon téléphone charge, voilà. Après un printemps très politique, notre automne est beaucoup moins politique. L'opposition a du mal à se structurer face au président Macron. Les manifestations syndicales ne prennent pas. Emmanuel Macron a-t-il réussi à monopoliser tout le champ politique ? Ce qui est sûr, c'est que la plupart des mouvements ou des partis sont en peine. Alors on va déjà commencer par l'extrême gauche. Alors que Jean-Luc Mélenchon était prêt cet été à en découdre avec le gouvernement, Emmanuel Macron a réussi sans trop de difficultés à signer les ordonnances qui refondent en profondeur le code du travail. Jean-Luc Mélenchon essaye difficilement de mobiliser la jeunesse par les syndicats lycéens et étudiants. Vous êtes mobilisés pour Jean-Luc Mélenchon ? Je n'étais pas au courant. Fabien ? Pas spécialement. Voilà, donc on voit qu'il a très très bien réussi. Jean-Luc Mélenchon essaye difficilement de mobiliser la jeunesse, mais il multiplie les conférences dans les universités. La France Insoumise fait aussi face à plusieurs scandales. L'occupation de logements HLM par certains députés, les cotisations non payées de Raquel Garrido, puis le départ de cette dernière pour les médias. Dans quelle émission, Fabien ? Les Terriens du dimanche avec Thierry Ardisson. Exactement, merci Fabien. La France Insoumise est alors en difficulté. Mais le Parti Socialiste est encore moins audible que le tribun Jean-Luc Mélenchon, et il faut le faire. Le PS discrédité tant au niveau de son personnel que de son offre politique. Le PS doit aussi faire face à des problèmes d'ordre financier qui l'obligent à vendre son siège historique de la rue de Solferino. Une direction collégiale a été mise en place jusqu'au congrès du mois de février, qui devra être un nouveau départ pour le Parti Socialiste. Mais ce même parti est aussi concurrencé par le mouvement du 1er juillet de Benoît Hamon, sur son aile gauche. Cette semaine d'ailleurs, 2 députés européens ont quitté le PS pour rejoindre Benoît Hamon. Allons maintenant de l'autre côté du spectre politique, chez les Républicains. Après les échecs des présidentielles et des législatives, le parti essaye lui aussi de se reconstruire. Fin octobre, le bureau politique a voté l'exclusion des membres du gouvernement, des pro-Macron et des figures de proue du groupe Les Constructifs à l'Assemblée nationale. Il était temps puisque ce feuilleton dure depuis 4 mois. La reconstruction passe aussi par l'élection d'un président qui aura lieu le 16 décembre. À cette élection, 3 candidats, Laurent Wauquiez, le favori, Florence Portelli et Maël De Calan. Cette élection a du mal à mobiliser les militants et les ténors du parti qui ne se prononcent de peur de créer des divisions. Certains candidats sont qualifiés de droite dure, la droite dure, et d'autres de droite sociale. Bon, ce qui est certain, c'est que la droite a du travail pour mobiliser et gagner la confiance des Français. Maintenant, encore plus à droite, le Front National, où en est-il ? Le parti est tout comme les autres partis en refondation. Il prépare son congrès de mars à Lille en consultant ses militants. Le parti a décidé de durcir sa politique et d'être plus clair sur la question européenne. Il reste que le parti est fragilisé par la démission du numéro 2, Florian Philippot. Celui-ci a fondé fin septembre son parti politique souverainiste. Il veut instaurer un dialogue avec des patriotes de droite à gauche. L'ex-cerveau du FN sera-t-il moins clivant que le FN ? Réponse à venir. Mais on voit bien que le paysage politique autour d'Emmanuel Macron est assez désert. Mais il faut aussi dire qu'Emmanuel Macron est très critiqué par les Français. Les feignants, le bordel, les illettrés, autant de mots qui ont du mal à passer. La politique centralisatrice du président est aussi très critiquée, puisqu'il paraît déconnecté des enjeux locaux et du travail des élus. Je pense que l'on peut donner un conseil à M. Macron, Jupiter redescend sur Terre. Comme les Français, moi aussi j'en ai marre, alors je suis allé lire Gala, et j'ai découvert que Nemo, le chien de l'Élysée, a mangé les chaussures d'Emmanuel Macron. Donc ça m'a rassuré, tout va bien. Paysage politique très optimiste, hein. Merci Alexandre. Juste pour ajouter un truc sur les Républicains, je viens de voir que Maël De Calan avait un projet de faire un débat télévisé avec Laurent Wauquiez, mais celui-ci ne veut pas. Donc je me demande comment ça va bien se terminer. Je me demande comment ça va se terminer, bien ou mal, je sais pas. On verra ça dans la suite. Edwin et Thomas vont nous parler d'un artiste en particulier de son œuvre. Il s'agit de David Bowie. Je veux bien croire que David Bowie soit un excellent artiste, mais Kelvin, calme ta joie. Donc David Bowie, qui est le nom de scène de David Robert Jones, né le 8 janvier 1947 à Londres dans le quartier de Brixton au Royaume-Uni, qui est un musicien, chanteur, auteur-compositeur, interprète, producteur de disques,
peintre et acteur britannique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de son personnage, Ziggy Stardust, qui est un personnage fictif conçu et interprété par David Bowie, du coup, au début des années 1970. Le personnage, icône du glam rock, est au centre de l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, sorti en 1972. Donc, il relate ici de manière précise son histoire, celle du messager humain d'une intelligence extraterrestre cherchant à transmettre à l'humanité qui n'a plus que 5 années à vivre un message d'amour et de paix, mais qui finit par être détruit par ses propres excès. Donc David Bowie, on pourra aussi parler d'un visionnaire en termes de musique, étant donné qu'il a sorti quasiment tout le temps en fait ses mouvements musicaux avant que les mouvements eux-mêmes sortent en fait. Donc on peut vraiment parler d'un génie musical quoi. Et même Black Star, un album qui est sorti, je crois, 2 jours après sa mort, ça ? 2 jours, ouais. 2 jours, voilà. Où dans lequel, en fait, il y a un clip où tu peux voir justement, réellement, apparemment, ce que tu ressens avant de mourir. Genre les vibrations et tout, voilà. D'accord, bah, c'est quand même quelqu'un de spécial, hein, David Bowie. Baptiste, t'as la boulette du jour, tu veux nous en parler ? Vas-y. Boulette du jour, notre petit Donald, en effet, Trump. Trump réautorise l'importation de trophées d'éléphants. Je pense qu'on pourrait faire une chronique spéciale, franchement. Oh oui, putain. La boulette de Trump. Trump, consacré 30 secondes. Oui, Quentin. Je savais qu'en Californie, le shit était autorisé, mais les trophées d'éléphants, je savais pas sur ce dernier. Mais pourquoi Trump il veut ramener ses frères ? Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission aussi sympa que celle-ci. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur radiobread.Kelvin a retenu la leçon, Facebook et YouTube. On se revoit le mois prochain. Bonne journée sur Vue de Chez nous avec Radio Pro-Joannette. C'était Vue de chez nous, une émission présentée par Owen Lebret et réalisée par Fabien Briand, en partenariat avec Radio Pro-Joannette.